bienvenue dans la capitale hollandaise. A tout de suite au Race Center. Faisons un premier arrêt au stand de Blackmagic. Je suis sur le stand de Filmlight au sujet de Baselight, un logiciel d'étalonnage complètement différent de DaVinci Resolve et ses solutions d'étalonnage. Je suis avec Patrice, développeur à Filmlight. Développeur à Filmlight, enchanté Patrice, donc, qui va nous faire une petite démonstration. Si vous venez de Resolve, Oui. bon, les trucs classiques en gros que vous allez connaître, c'est le film grade qui est l'exposure contraste saturation, Bien sûr, oui. le video grade qui est lift gamma gain, Lift gamma classique, gain, oui. classique. Et après on a un outil de courbe. De courbes, les Voilà. courbes classiques. Voilà, les Donc, courbes c'est classiques. du basse lumière jusqu'aux hautes lumières, Voilà. la transition. Voilà. Et après on a différents types de courbes Ouais. en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut matcher du luminance contre luminance ou Oui, du du channel. luminance contre luminance, Voilà. donc les courbes croisées. Voilà. C'est ça, voilà. Et dans la version 5, on a un nouvel outil, là on est assez Oui. spécifique de ce point de vue-là, Oui. ce qui s'appelle Base Grade. Base grade. Ouais. L'idée c'est on a pris le temps de redéfinir un outil pour tout ce qui est HDR, HDR, oui. qui travaille en gros dans son propre espace de colorimétrie, c'est-à-dire que le problème d'un outil comme Film Grade ou Video Grade, et qui est pareil sur tous les systèmes, c'est qu'ils ne considèrent pas l'espace de colorimétrie dans lequel ils travaillent. Oui, Donc c'est si ça, on travaille oui. sur une courbe linéaire, une courbe log ou une courbe de gamma, n'importe quelle gamma, N'importe laquelle. la réponse de ces outils sera complètement différente. Donc Oui. c'est vraiment contextuel. Base Grade va travailler par zone. Par zone. Par zone en fonction de la luminance. Donc là on a une Lumai Waveform Oui. qui va, avec des systèmes de pivot, va pouvoir travailler en dessous pour les noirs et au-dessus pour les blancs. Ok. Donc vraiment classique. On peut faire une white balance par exemple sur ce shot. Oui. Et ce qu'on va faire, on va la neutraliser tout de suite. Et donc avant-après, on se retrouve Voilà. déjà comme Donc ça. oui, on voit bien que la dominante cyan a été éliminée. Exactement. Dans ce shot, je vais faire une balance globale. Par exemple, je vais vers un petit peu plus vers le vert jaune. Changer l'exposition. Voilà. Et tout ça, ça va faire quelque chose de global. Et une fois que je suis dans cet environnement, j'ai deux zones en dessus et deux zones en dessous. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler par exemple avec les noirs. Oui. Et là, je vais oui. assombrir les noirs en gros, ou je vais les booster en gros. Oui. On peut voir ici le résultat en fait. Voilà. Mais je ne travaille que sur les noirs, c'est-à-dire que sur les noirs. j'ai un pivot ici. Oui, il y a un pivot, on le voit. Voilà. C'est un peu comme le limit log. Voilà. Baselight travaille sur un système de layers, ce que vous voyez là. Donc chaque Oui. layer pourrait être une opération. C'est de l'étalonnage par calque et non pas de l'étalonnage nodal, Voilà. comme c'est le cas de la construction. Je vous en en- avais parlé dans mon tutoriel sur la construction nodale. Voilà. En interne, on utilise quand même des nœuds, Oui. mais on n'a pas de représentation pour ça en fait. Oui, donc vous utilisez quand même des nœuds Voilà. sans Sans les exposer. nodale. Ouais. L'idée, c'est qu'en général, la manière dont les gens travaillent, c'est qu'ils vont avoir une grade primaire dans laquelle ils vont faire une balance, une white balance en général. Après, ils vont commencer sur une secondary grade à faire une clé, donc en général une clé luminance ou quelque chose comme ça, et commencent à stacker les opérations, les enchaîner. Les ordres de grandeur, ça dépend du système, donc on a trois types de systèmes plus ou moins de full Baselight. On a le Baselight 1, le Baselight 2 et le Baselight 3. Ordre de prix, je crois que c'est 50 000 euros, 80 et 120 dans cet ordre-là. Ouais.
Je suis sur le stand d'Adobe, je suis avec Denis Pierre enchanté, de chez Adobe. Bonjour à tous, donc je suis consultant avant-vente sur l'ensemble des produits Creative Cloud et Document Cloud. Donc je vous propose de voir aujourd'hui quelques nouveautés dans Premiere Pro qui sortira dans quelques semaines. Petite fonctionnalité très intéressante, lorsqu'on a un montage, on a fait pas mal de cuts, eh bien on a des espaces à supprimer et on est obligé de le faire un par un, c'est un petit peu long. Donc maintenant on va trouver en fait dans le menu séquence la fonction Close Gap et si on regarde la timeline, dès que je lâche, eh bien tous les trous sont bougés. Une autre chose aussi, lorsqu'on organise une timeline, on aime bien rajouter des éléments de couleur pour séparer les natures des clips, de l'audio, de la vidéo et ainsi de suite. On utilise des labels. Eh bien, si on va dans les préférences et qu'on regarde ici les préférences de labels, on a maintenant davantage de labels, on en a 16 disponibles. On peut très facilement changer leur couleur et on accède au Color Picker de Photoshop pour pouvoir tout simplement mettre en place la couleur qui nous intéresse, la valider et l'utiliser. Ce que nous avons rajouté, je ne suis pas sûr de pouvoir vous le présenter ici, mais je vais l'expliquer rapidement, c'est la possibilité d'ouvrir dans notre projet de Premiere Pro plusieurs projets. L'intérêt, c'est que par exemple, je travaille sur une série et je travaille sur un épisode particulier, mais j'ai besoin de reprendre des éléments d'autres séries. Je vais pouvoir ouvrir les projets des autres séries dans mon projet, directement prendre les éléments dont j'ai besoin. Ce sont uniquement des références qui sont faites, il n'y a aucune duplication de médias, donc je n'alourdis pas les espaces au niveau de mes disques durs, de mes stockages, et je vais pouvoir monter mes projets très facilement. Ça a un double intérêt, c'est que lorsque je vais travailler sur un projet très important, avec un très grand nombre de clips, je m'aperçois que dans Premiere Pro, quand j'enregistre, quand je ferme, quand je réouvre, le temps qu'il vérifie tous les médias, ça peut prendre beaucoup de temps. Et bien là, je vais tout simplement faire des projets par chapitre et dans un même projet, avoir tous les projets différents chapitres, interagir entre eux et là, je vais gagner beaucoup de temps au niveau production. Là, on a l'image stretchée et là, ici, on a l'image vue en réalité virtuelle. La problématique quand je fais un montage en VR, c'est que je dois contrôler si l'ensemble du montage correspond à ce que j'attends avant de pouvoir l'encoder dans le format dont j'ai besoin. Et ce dispositif-là permet de contrôler tout ce que je fais sur la timeline. Donc je peux le mettre sur la tête, je peux me balader dans la vidéo. J'ai même accès ici à un jog shuttle qui me permet de... Alors voilà, là ici, en fait, si j'appuie sur la touche A, cela va appuyer sur Play. Voilà. Ou l'arrêter, comme ceci. J'ai même la possibilité, mais je ne le verrai que dans le casque, de pouvoir manipuler du trim avant, arrière ou en accéléré en marche avant, en marche arrière. Mais j'ai aussi la possibilité d'afficher la timeline dans le casque et avec le pointeur ici, avec un laser, de faire tout simplement fonctionner la tête de lecture, sa timeline. Et je peux le faire quel que soit l'angle de vision. Donc je peux contrôler très facilement n'importe quel emplacement de montage que j'ai en VR. Et aujourd'hui, faire du montage VR, d'accord, mais ensuite il faut savoir incruster des effets spéciaux, des transitions, du texte dans cet espace VR. Premiere Pro de base, ne le faites pas, il faut des plugins externes qui s'appellent plugins Skybox de chez Metal. Alors il se trouve que Adobe a racheté les plugins Skybox et les a intégrés dans la prochaine version. Donc si je vais ici dans mes palettes d'effets et que je tape ici VR, je vais voir apparaître ici l'ensemble de mes effets VR que je peux utiliser directement sur la vidéo et des transitions que je peux utiliser qui sont spécifiquement réalisées pour fonctionner dans une sphère à 360. Voilà, j'espère que cette petite vidéo résumée vous a plu. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir vous faire une transmission un peu plus fidèle, à savoir, j'avais prévu à la base de tourner quelques interviews avec les intervenants, vous montrer les matériels en direct. Plusieurs problèmes se sont déclarés. Tout d'abord, certains d'entre vous le savent, ma perche à selfie pour tourner les vidéos, je l'ai perdue en plein Amsterdam. Ensuite, le fait est que la captation, c'est vraiment pas mon truc. Je devrais prendre une formation pour arriver à vraiment maîtriser la chose. Et voilà, donc je me suis retrouvé avec des interviews qui n'étaient vraiment pas ou peu exploitables pour une vidéo complète.
C'est pour ça que je me suis décidé à vous faire une petite vidéo résumée, vous montrant quelques stands, l'essentiel des stands les plus importants du salon, et de vous faire un résumé en vidéo en vous expliquant ce qui s'est déroulé. Alors, les informations qui sont intéressantes à retenir pour vous. Tout d'abord, parlons du côté Blackmagic, puisque c'est bien mon logiciel préféré et c'est mon activité principale. Donc, il faut savoir que dès à présent, je suis en contact avec l'équipe de développement que j'ai rencontrée sur place. Grande Petty et Larissa Mori m'ont invité en personne sur l'IBC afin de me mettre en contact avec le support, etc. Donc, j'ai pu avoir une interview personnelle avec les représentants principaux de Blackmagic, dont Larissa Mori, ainsi pouvoir transmettre éventuellement des demandes, des attentes au sujet du logiciel. Alors, qu'est-ce qui est ressorti à propos des nouveautés à venir dans DaVinci Resolve et ce vers quoi se dirige Blackmagic? Tout d'abord, sachez-le, nous n'avons qu'une seule console Fairlight. Vous l'avez vu dans la vidéo, nous n'avons qu'une seule console Fairlight qui a été faite par la firme Fairlight elle-même avant son rachat par Blackmagic. Les prochaines en nouveautés à venir, donc les prochaines nouveautés, Blackmagic va créer ses propres tables de mixage. Donc les propres surfaces de contrôle pour Fairlight, pour utiliser dans DaVinci Resolve. Blackmagic va créer ses propres, comme il a créé ses propres surfaces de contrôle pour l'étalonnage, qui seront probablement dans plusieurs formats, moins chers. On verra pour la suite. Alors, ça, c'est la première information importante. Donc, pour ceux qui veulent expérimenter le mixage sous Fairlight dans Resolve, eh bien, vous avez des nouveautés qui vous attendent. Restez à l'écoute. Alors ensuite, concernant l'évolution même du logiciel, tout d'abord, j'ai questionné, suite à vos demandes, s'il y aurait une éventuelle future intégration de Fusion dans DaVinci Resolve directement. Ils ne pensent pas. En tout cas, ils ne sont pas du tout en train de travailler dans cette optique. Alors, quelque part, j'ai discuté avec certaines personnes, comme par exemple Erwan Lecloirec de Yak Yak Yak. Erwan dit, il vaut mieux pas, il vaut mieux garder un logiciel à part entière pour ce genre de choses. N'étant pas truquiste, je ne vais pas m'avancer plus, mais il est vrai qu'un logiciel à part entière peut très bien avoir lui aussi son propre workflow ouvert vers d'autres logiciels, ce qui peut être plus intéressant que de devoir systématiquement passer par un montage, un étalonnage. Bon, tout est relatif, bien entendu. Alors, maintenant, là où évidemment il y a un manque, et attention, Blackmagic est bien à l'écoute, ils sont au courant, c'est ce qu'il manque actuellement du côté de DaVinci Resolve, entre Resolve, Fusion et si on compare par exemple à Adobe et After Effects ou à Final Cut Pro 10 et Motion 5 d'Apple, c'est clairement une gestion des templates pour faire rapidement vos titres 3D, vos effets personnalisés, etc. Comme on peut le faire dans Premiere Pro via After Effects, comme on peut le faire dans Final Cut Pro via Motion. Alors, même si Blackmagic n'est pas, pour l'instant, pas en train de réfléchir à l'intégration de Fusion directement dans DaVinci Resolve, ils sont bien au courant de cette demande de la part de leurs suiveurs et ils sont en train de se préparer, en tout cas, voilà, ils sont en train de travailler sur une solution à proposer. Il est très probable que dans les prochaines versions de Resolve, on puisse voir arriver une fonction similaire à celle qu'on retrouve entre Final Cut Pro 10 et Motion, donc la possibilité de créer ses propres transitions, etc. Donc quelque chose comme ça, ou bien plus simple, simplement des templates intégrés. Ça, c'est la deuxième chose importante. Ensuite, le fait est que Blackmagic est bien entendu totalement au courant des performances de son logiciel. Les performances de Resolve étaient quelque peu en retrait par rapport à... sont quelque peu en retrait par rapport à Premiere ou à Final Cut Pro 10. Ils ont déjà séparé, donc ça c'est avec Resolve 14, ils ont déjà séparé le moteur de montage et le moteur d'étalonnage pour rendre une meilleure performance en montage. Déjà, le gain de puissance est très visible. Je vous le suggère, je suis en train d'utiliser Resolve 14 depuis l'arrivée de la version définitive. Je vous suggère de l'utiliser chez vous, vous pourrez voir un gain de puissance assez considérable dans la chambre Edit. C'est plus que bienvenu. Et donc voilà, ils sont à l'écoute. Il est très probable que dans les prochaines versions, les prochaines mises à jour, ils vont vraiment miser là-dessus. Ils sont très à l'écoute de leurs utilisateurs. Donc j'en profite pour vous dire également que dès à présent, vu que je suis dans leur liste pour tester leur matériel, donc je vais pouvoir leur demander par exemple les nouvelles surfaces de contrôle, les tester en temps réel pour vous montrer. Ce que je vous suggère, c'est si vous avez des questions, si vous avez un feedback à leur donner, si vous avez
des souhaits précis au sujet de DaVinci Resolve, n'hésitez pas à les noter et envoyez-moi tout ça aussi quand je serai sur les stands des prochains salons, qu'il s'agisse de l'IBC ou éventuellement, pourquoi pas, je pourrais très bien me retrouver au SIGGRAPH ou au NAB pour les prochaines années, eh bien je pourrais directement transmettre au support de Blackmagic. N'hésitez pas vraiment à me transmettre tout ça. Alors, voilà, pour ce qui en est de Blackmagic, ça me semble à peu près tout. Je voulais aussi revenir par rapport au fait que j'ai testé pas mal de solutions d'étalonnage sur les stands de l'IBC. Notamment, il y avait la solution Baselight qui est proposée par la société Filmlight avec leur pupitre Blackboard. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans la vidéo d'introduction. Alors, ce pupitre, encore une fois, ce qui, moi, me semble très intéressant pour vous, suiveurs qui suivez mes tutoriels d'étalonnage, c'est justement de vous montrer d'autres solutions d'étalonnage tout à fait convaincantes. Peut-être serait-il intéressant que je fasse une introduction à SpeedGrade, par exemple, d'Adobe. Je vais vous en parler juste après. J'ai pu aussi approcher le stand de SGO. Alors SGO, c'est je vous en avais rapidement, je l'avais rapidement évoqué sur ma page, ceux qui me suivent sur Facebook. SGO, donc c'est une firme qui fait le logiciel Mystica. Mystica qui est développé séparé en plusieurs petits logiciels. Il y a eu un logiciel précis pour l'utilisation de la VR. Ils ont vraiment mis en avant à cet IBC l'utilisation de la VR et des vidéos 360, donc dans leur logiciel. Alors Mystica, c'est assez particulier, c'est un logiciel qui n'est pas très connu du grand public et qui pourtant est très connu des studios de post-production. Effectivement, c'est un logiciel très utilisé. Il a notamment été utilisé pour le Tintin de Peter Jackson. Il a été utilisé pour Star Wars 7 de J.J. Abrams. Il a été utilisé pour Le Hobbit aussi de Peter Jackson. La post-production de Peter Jackson aime beaucoup ce logiciel. Donc, il propose des logiciels donc, pour le montage, pour l'étalonnage et pour les effets spéciaux, le tout réuni en plusieurs petites solutions qui s'achètent accompagnées de leur propre hardware. C'est une solution très intéressante, bon, fort onéreuse, donc je ne sais pas si pour le grand public cela présente un intérêt. Toutefois, c'est vraiment très intéressant de suivre l'évolution de ces logiciels. Je fais une petite parenthèse pour dire que clairement à cet IBC ont été mis en avant partout dans tous les stands l'utilisation de la VR et des vidéos 360. Bon, voilà, mon avis c'est mon avis, on n'est pas forcé, voilà, ce n'est qu'un avis parmi d'autres, mais je pense vraiment que la VR et la réalité augmentée, c'est l'avenir vraiment de l'audiovisuel. On peut voir que, par exemple, la 3D stéréoscopique, ben voilà, elle est déjà quasi complètement oubliée. La 3D stéréoscopique, elle fait comme ça, en fait, hein, elle a été présente pendant tout un temps, dans les années 80, puis elle était à la mode, puis boum, elle est retombée dans l'oubli, elle est redevenue à la mode, elle est retombée dans l'oubli, et donc avec Avatar, etc., à l'époque d'Avatar, dans les années 2009-2011, ben, c'est redevenu à la mode, puis ensuite, voilà, c'est de nouveau complètement en train de partir. Plus aucun représentant ne mettait en avant la 3D stéréoscopique dans ses stands. Voilà, donc tout est orienté VR. À mon sens, de ce que j'en ai vu, j'ai pu tester d'ailleurs sur les stands d'Adobe l'édition VR dans Premiere Pro. Adobe lui-même met beaucoup en avant l'utilisation de la VR dans ses logiciels. C'est pour moi vraiment une technologie qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup d'avenir. Je vous suggère vraiment, si vous avez la possibilité, si vous-même vous êtes emballé par les vidéos 360, par la VR, foncez les gars, allez-y, il va y avoir plein de nouvelles solutions. Au sujet donc d'Adobe, j'ai discuté un peu avec les représentants d'Adobe. Il faut déjà savoir donc qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais le développement de SpeedGrade, le logiciel d'étalonnage, a cessé. À savoir, il est toujours en vente et Adobe continue à fixer des mises à jour, etc. Mais ils ont cessé de le faire évoluer, à savoir la totalité des fonctionnalités de SpeedGrade donc, vont être progressivement greffés dans le Lumetri de Premiere Pro, qui est déjà à ce jour très complet et très convaincant comme plugin d'étalonnage dans un logiciel de montage. Je vous en parlerai peut-être plus attentivement. Ça vaut vraiment la peine de suivre l'évolution de Premiere du côté du Lumetri. Mais voilà, clairement, si vous désirez apprendre un peu SpeedGrade, ça peut être toujours intéressant pour voir un peu les différences qu'il y a par rapport à Resolve, la manipulation de vos logiciels d'étalonnage, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner. Toutefois, en tout cas, le logiciel SpeedGrade ne va plus être développé. Donc ça, c'est bon à savoir. Bien entendu,
Je crois aussi que Adobe est en train clairement de se rendre compte que son principal concurrent actuel est Blackmagic, qu'il commence vraiment à essayer de proposer des solutions pour concurrencer ce dernier. Alors ensuite, pour terminer, donc je vous ai parlé de la VR, je vous ai parlé d'Adobe. J'ai aussi visité un dernier stand de Marquise qui fait un outil spécifique de mastering. Ça m'a semblé très intéressant de parler un peu de mastering parce que beaucoup de gens, des professionnels, notamment des professionnels, mon frère actuellement il a travaillé chez RTL, il travaille actuellement chez Canal C, plusieurs personnes lui ont dit oui, l'étalonnage ça se fait dans les studios après, lorsque la pellicule, les vidéos passent dans les studios de conformation, etc. Il y a une grosse confusion actuelle entre l'étalonnage et le mastering. C'est bien deux étapes complètement différentes, même si bien entendu, il y a dans le mastering des notions d'étalonnage. Je trouve très intéressant, je suis en contact maintenant avec Marquise, au même titre que je suis en contact avec Blackmagic. Je trouverais ça très intéressant justement de vous présenter quelques solutions de Marquise et de vous démontrer les différences qu'il y a entre un mastering et un étalonnage. Non, c'est pas du tout la même chose, contrairement à ce que certains croient. Donc voilà, et c'est vraiment, et attention, le mastering est vraiment une étape très intéressante pour tout ce qui est technologie vidéo, ce que je compte aborder sur ma chaîne dans les temps prochains, je vais dire, parce que pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop comment je vais organiser l'évolution de la chaîne. Enfin voilà, c'était un peu mon débrief autour de tout ce que j'ai vu d'intéressant à l'IBC. Pour cet IBC, je tiens tout de même à remercier grandement également Erwan Lecloirec pour l'excellente conversation que nous avons eue et les contacts donnés sur place. C'était très intéressant. Je remercie également Emmanuel Pampuri, dont j'ai pu faire la connaissance sur le stand de l'IBC, et son magnifique site que je vous invite à aller voir, le lien est en description, au sujet de la photographie, donc il est monteur Final Cut Pro 10. Je remercie beaucoup naturellement Larissa Mori et tous les actifs de Blackmagic qui m'ont permis d'assister à ce salon. Je remercie aussi mon frère Grégoire Van Asbroek pour la musique et pour le cadrage. Voilà, ce sera tout. Je vous dis à tous, merci à tous. N'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires, des demandes. Je suis vraiment à l'écoute de tout ce que vous me demandez. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Merci encore à tous. Je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.